L'histoire commence avec une femme en plein travail, sur le point de donner naissance à des jumeaux. Mais sa grand-mère l'arrête, lui disant que l'aube approche et qu'elle ne doit surtout pas accoucher maintenant. Toutes les personnes présentes trouvent cela complètement insensé. Pourtant, la grand-mère insiste. Aussi impossible que cela puisse paraître, elle doit tenir bon, car ses enfants seront ceux qui commanderont le démon. Plus tard, lorsque les enfants finissent enfin par naître, un homme se tient devant eux, le visage marqué par un profond regret. Il réalise alors que les enfants qui ont séparé le jour et la nuit viennent de voir le jour. 16 ans passent. L'un des jumeaux, Yuru, chasse dans la forêt. D'un seul tir précis, il abat un faisan. Ensuite, il rentre chez lui à cheval. Son frère Danji vient immédiatement à sa rencontre, visiblement agacé qu'il soit encore parti chasser seul sans lui. Danji lui rappelle que s'il lui arrivait quelque chose dans les montagnes, personne ne pourrait venir l'aider. Mais Yuru n'y voit pas de problème, affirmant que les gardiens divins à ses côtés le protègent toujours. Cependant, l'inquiétude de Danji disparaît aussitôt lorsqu'il remarque le faisan. Cela signifie qu'ils vont bien manger ce soir. Sur le chemin du retour, les villageois les saluent chaleureusement, preuve de l'affection qu'ils leur portent. De retour à la maison, leur grand-mère appelle Danji pour l'aider à couper du bois. Mais celui-ci, peu motivé, s'enfuit en courant pour éviter les corvées. Yuru demande alors des nouvelles d'Asaf. Sa grand-mère lui répond qu'elle va bien et qu'elle accomplit son devoir comme toujours. Yuru entre ensuite dans la maison et découvre sa sœur, Asa, enfermée dans une cage. Elle l'accueille avec un sourire, heureuse de le voir revenir de la chasse. De l'autre côté des barreaux, Yuru lui raconte sa journée et comment il a attrapé un faisan. Elle est impressionnée, mais lui ne semble pas satisfait, disant qu'il espérait rapporter un sanglier ou un cerf. Cette année, la pluie s'est faite rare, et Yuru commence à s'inquiéter pour les récoltes. Il craint que la nourriture vienne à manquer dans les mois à venir. Alors, Yuru comprit qu'il allait devoir passer encore plus de temps à chasser afin de s'assurer que leurs réserves restent pleines. En entendant cela, Asa se demanda si les adultes du village finiraient par partir vers le monde extérieur pour chercher du travail. Lorsque Yuru lui confirma que c'était une possibilité bien réelle, elle lui demanda s'il partirait lui aussi. Il se retourna brusquement et lui répondit avec fermeté que non. C'était justement pour cela qu'il s'était entraîné à chasser. Il pensait que s'il devenait suffisamment utile au village, il n'aurait aucune raison de partir comme les autres. Il rassura Asa, lui disant de ne pas s'inquiéter. Rien au monde ne pourrait le pousser à quitter ce village. Quoi qu'il arrive, il resterait toujours à ses côtés pour la protéger. Asa, soulagée, fut heureuse d'entendre ces mots. À ce moment-là, leur mère entra pour prévenir Yuru que Dera était arrivé. À l'étage, Dera échangeait des marchandises avec les villageois, des objets qu'il avait rapportés du monde extérieur. Quand on lui demanda comment les choses se passaient là-bas, il expliqua que l'économie était en très mauvais état et qu'une pandémie s'était également propagée. Lorsque Yuru arriva, Dera lui lança simplement une balle destinée à Asa. Il savait parfaitement que Yuru ne demandait jamais rien pour lui-même et qu'il ne cherchait que des souvenirs pour sa sœur. Yuru admit que c'était vrai, puis proposa en échange les plumes du faisan qu'il avait rapportées plus tôt. Après le départ de Dera, Yuru et Danji se mirent à travailler au champ. Pendant qu'ils s'occupèrent de la ferme, Danji avoua qu'il rêvait de quitter le village pour découvrir le monde extérieur. Selon lui, ce monde devait être extraordinaire, puisque ceux qui partaient ne revenaient presque jamais. Mais Yuru pensait tout le contraire. Il déclara qu'il voulait passer toute sa vie ici, dans ce village. Danji supposa que c'était à cause de leur sœur et lui suggéra de partir avec elle. Mais Yuru répondit calmement que rester à ses côtés ne ferait qu'apporter de la honte à Asa. Yuru rappelle alors à Danji qu'une Sei a une mission extrêmement importante à accomplir. En y réfléchissant, Danji réalise soudain qu'il n'a jamais rencontré de Sei de sa vie. Yuru lui explique que c'est normal. Elle n'est autorisée à voir que certaines personnes, et certainement pas des gens ordinaires comme lui. Cette remarque énerve Danji, et les deux frères commencent à se disputer, jusqu'à ce qu'un bruit assourdissant retentisse au-dessus d'eux. Ils lèvent tous les deux les yeux vers le ciel. Yuru aperçoit alors des traînées blanches qui le traversent, et suppose avec légèreté qu'il s'agit sûrement de paix de dragon. Mais le bruit devient de plus en plus fort. Yuru se souvient avoir entendu un son similaire récemment, lorsqu'il chassait dans les montagnes. Tous deux commencent alors à penser qu'il s'agit réellement d'un dragon et se préparent à combattre.
Soudain, quelqu'un lance un sort qui libère une onde d'énergie, brisant la barrière protectrice du village. En regardant de nouveau vers le ciel, il réalise que les traînées blanches proviennent en réalité d'un avion. Peu après, des hélicoptères arrivent et commencent à surveiller la zone. Les villageois, complètement perdus face à ces machines inconnues, paniquent en les voyant survoler le village. Puis, des hommes en uniforme militaire débarquent. Sans la moindre hésitation, ils commencent à attaquer et abattre tous les villageois qu'ils croisent. Même Dera, qui était en train de quitter le village, est pris dans le chaos et se fait tirer dessus dans le dos. Les habitants, encore sous le choc, ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Ils accourent alors vers Granny Yamaha, exigeant des explications. Elle leur annonce que leurs barrières ont été brisées et que la cible de cette attaque est très probablement Yuru. Elle leur ordonne de le retrouver immédiatement et de le cacher dans un endroit sûr. À ces mots, tous se dispersent en urgence pour partir à sa recherche. Pendant ce temps, Yuru et Danji arrivent sur la place du village et découvrent un véritable massacre. Le sol est couvert de corps. Après un instant de choc, ils se mettent à courir vers leur maison, espérant désespérément que leur famille soit encore en vie. En chemin, 2 soldats les repèrent et crient qu'ils ont trouvé Yuru. Mais sans hésiter, Yuru décoche quelques flèches. Puis, avec Danji, ils se rapprochent et les neutralisent rapidement avant de continuer leur route. Yuru se demande alors si ces choses volantes ne seraient pas, malgré tout, des dragons. En arrivant près des statues des gardiens, Danji mentionne que leur mère doit sûrement encore être au fort en train de travailler. Yuru commence alors à déplacer des pierres et demande à Danji de l'aider. Après un moment, ils découvrent un passage secret menant directement au fort. Danji est complètement stupéfait. Il a vécu toute sa vie dans ce village sans jamais savoir que ce chemin existait. Pendant ce temps, de l'autre côté du village, les hélicoptères déposent une jeune fille blonde nommée Gabi. Elle semble totalement confiante, prête à affronter tout le monde à elle seule. Elle libère alors sa technique magique, tranchant les villageois les uns après les autres d'un simple geste de la main. Une fois son carnage terminé, elle met un chewing-gum dans sa bouche et sort son téléphone pour contacter l'escouade au sol. Mais, à sa grande surprise, aucune réponse. En réalité, Dera n'est pas mort. Il a réussi, à lui seul, à éliminer toute l'escouade terrestre. Il sort alors son téléphone et appelle Hana, lui disant qu'ils vont devoir changer de point de rendez-vous, car il pense qu'Asa est apparue. Pendant ce temps, près de la cage où Asa est enfermée, une jeune fille entre en traînant la grand-mère de Yuru derrière elle. Elle aperçoit Asa dans la cage et la regarde avec un profond dégoût, la qualifiant de plaisanterie grotesque. La jeune fille tend alors la main. Une violente décharge d'énergie explose, détruisant la cage et lacérant le visage d'Asa. En un instant, elle est tuée. Yuru surgit aussitôt dans la pièce, paniquée, demandant si Asa va bien. La jeune fille se tourne vers lui avec un léger sourire et l'appelle son frère. Elle lui annonce qu'elle est la véritable Asa, qu'elle est venue le chercher et qu'elle va tuer tout le monde ici, sauf lui. Yuru reste figé, incapable d'y croire, mais il reprend vite ses esprits et lui répond qu'il est impossible qu'une personne comme elle soit sa sœur. Sans hésiter, il tire une flèche droit sur elle. Elle la bloque facilement avec sa magie, provoquant une explosion. Pendant ce temps, Dera avance dans le village, utilisant un pistolet récupéré pour abattre les soldats sur son passage. Il tombe alors face à Gabi, accompagnée d'un démon aux dents gigantesques. Elle est surprise qu'il puisse le voir. Dera tire plusieurs fois, mais les balles sont inefficaces contre la solidité des crocs du monstre. Profitant d'un instant d'inattention de Gabi, il lance une grenade. L'explosion la prend totalement au dépourvu et l'emporte avec elle. De son côté, la fausse Asa est elle-même surprise par la puissance de l'explosion qu'elle a déclenchée en bloquant la flèche de Yuru. C'est alors que la balle que Dera avait donnée à Yuru roule lentement, jusqu'à se couvrir du sang d'Asa au sol. Le sang se met à coaguler et prend la forme d'un démon qui surgit et immobilise la jeune fille. À ce moment-là, la grand-mère de Yuru appelle Dera et lui ordonne de fuir avec lui, de l'emmener dans le monde extérieur. Pendant ce temps, Danji, occupé à s'occuper de leur mère blessée, aperçoit Yuru passer en courant dans les bras de Dera. Encore plus perdu, il ne comprend plus rien à ce qui se passe. Peu après, Dera et Yuru atteignent la sortie du passage secret.
Dera lui annonce qu'ils partent immédiatement vers le monde extérieur, en descendant la montagne. Mais Yuru, complètement déboussolé, lui demande enfin de lui expliquer ce qui est réellement entre. Dera comprend immédiatement qu'ils n'ont plus le temps. Ils tentent de forcer le passage, mais il est déjà trop tard. Ils ont été repérés et des tirs fusent dans leur direction. Réalisant que leur fenêtre de fuite est passée, Dera plonge la main dans sa poche et en sort un collier vert. Il le tend à Yuru et lui ordonne de le placer dans l'espace entre les statues des gardiens, à gauche et à droite. Yuru, totalement perdu, hésite un instant. Mais Dera lui hurle de le faire sans poser de questions. Alors, malgré le danger, Yuru se précipite à découvert, directement dans la ligne de mire du tireur d'élite. Le sniper le garde en joue, mais ne tire pas. Ses ordres sont clairs. Yuru doit être capturé vivant. Yuru parvient à placer le collier à l'endroit indiqué. À cet instant, Dera accourt vers lui et, sans prévenir, lui écrase le visage contre le collier, faisant couler son sang dessus. Le rituel est accompli. Désormais, le sniper n'a plus aucune raison d'épargner Dera. Il ajuste sa visée, prêt à tirer, mais au moment précis où il appuie presque sur la détente, le collier se met à briller. Une lumière éclatante jaillit, aveuglante. Lorsque l'éclat se dissipe, 2 êtres dorés apparaissent dans le ciel. En un instant, ils déchirent les hélicoptères, les envoyant s'écraser au sol. Profitant du chaos, Dera attrape Yuru et s'enfuit. Ils réussissent à s'échapper de justesse. Plus loin, Gabi observe les hélicoptères tomber et hurle de rage. Elle comprend qu'elle est désormais bloquée ici, sans aucun moyen de rentrer. Malgré tout, elle ressent une présence. Des démons viennent d'apparaître, et elle se demande à qui ils peuvent bien appartenir. Lorsque tout se calme, 2 êtres aux cheveux rouges et blancs se tiennent debout sur les débris d'un hélicoptère. Ils remarquent que leur nouveau maître n'est qu'un enfant. Mais cela n'a aucune importance. Quoi qu'il arrive, ils sont liés à lui et devront lui obéir sans la moindre hésitation. Dera se tourne alors vers Yuru et lui révèle la vérité. Ces 2 êtres sont ses démons.